des panels thématiques qui vont reprendre des thèmes de ce thème global sur la transformation, et je sais qu'un certain nombre de questions seront approfondies. Alors, nous allons avoir comme modérateur de notre session, qui va durer 1h30, l'honorable ministre de la Zambie, à qui je donne la parole pour introduire les panélistes et pour leur donner la parole. Merci. Hello. Thank you very much, Your Excellence, for that elaborate introduction to the unifying theme of this conference. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the plenary session on structural, inclusive, and sustainable transformation via industrialization, which, like I've said, forms the unifying theme of the current conference on the emergence of Africa, has carefully been organized to achieve a golden thread with the theme of the first edition of the same conference held here in Abidjan about this time 2 years ago. To aim at practical achievement of productive outcomes from our desire to accelerate the transformation of African economies, in this case emphasizing the role industrialization, which is at the heart of the African Union's Agenda 2063, can be used as a lever to diversify African economies and reduce their vulnerability to external shocks. And the addresses have been carefully crafted with the aim to put in place actions aimed at significantly increasing the share of the industrial sector in the GDP and strengthen productivity. This, it is believed, will create millions of jobs for our young labor force. Ladies and gentlemen, may I now, before I introduce the panelists, introduce Mr. Abebe Shemelez, the Acting Director of Research from the African Development Bank, who will deliver the keynote address in which he will share the experiences of the bank on the role industrialization in the structural, inclusive, and sustainable transformation of Africa has played. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let us warmly welcome Abebe Shemelez to deliver the keynote address. Akwaba. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen, distinguished panelists. It's an honor and a privilege for the African Development Bank to collaborate and work with UNDP and the Ivorian government to host this wonderful and high-level gathering to discuss and deliberate on the future of our continent. Basically, the distinguished panelists and His Excellencies have said it all, most of it. So what I try to do is really echo and provide a few liners that will help this discussion in this panel. What we have here is three very fundamental let me just okay. Sorry for the gap in the application of this new technology that my colleagues have. Anyway, we have three concepts here: inclusive growth, structural transformation, and sustainable development, which have converged over the years in policy making. And today, it's very heartening to see that these three fundamental elements of improving the lives of African people, rapid growth, and that growth needs to be sustainable. That growth needs to be also shared widely so that we can address the dreams and hopes of our people. But it's not easy, as we all know. In the last 2 decades, Africa has challenged the doubters that it has been a doomed continent. Often in the mainstream media, particularly those with a global outreach,
written off Africa as a lost continent. Some of you who follow the Economist's narrative must have read in the 90s, Africa falling off the map. Africa is a hopeless continent. And then, in early 2000 and late 2000, we also start to hear Africa is a hopeful continent, Africa rising, Africa on the move. Of course, this narrative is backed by evidence. Growth has increased in Africa from its low level of 1-2%, that means negative per capita income, to a relatively higher level, such that per capita GDP in Africa has increased by 25% in the last 10 years. But also many countries have doubled their GDP, like for instance Ethiopia, Rwanda, and many of them over this period. About 18 African countries have increased their per capita GDP by 50%. This is not a small feat, but it's not also sufficient. When it comes to poverty, still this is one of the regions in the world with the highest level of extreme poverty. So African policymakers and also the development partners, we don't deny this fact. And this poverty resides mainly in agriculture, subsistence agriculture. From this graph, what you can see is about 84% of Africa's poverty originates either in the subsistence agriculture or informal service sector. When it comes to inequality, again, the distinguished panelists have indicated that in their opening remarks. This is also, again, a continent of high inequality. It's not because of anything particular about Africa, but because of its geographic spread. It's a big continent, and people live also in several geographic zones, less connected with each other. So geographic and spatial differences in living standards also contribute to high inequality. Another important fact we want also to look at soberly as we deliberate the structural transformation and the future of our continent is the growth that we have achieved in the past 2 decades and a half has been fast, but also volatile. It's been rising in some years and it's been falling in other years. It's not been very steady. Actually, only 25% of African countries have managed to accelerate growth consistently with no stopping for 5 years. And that indicates this volatility causes less growth, less employment, and also higher poverty. In this graph, what we can see is countries that have been growing faster have been generating less employment. The solution is well known, structural change. I think we have been saying this for quite some time. There is consensus, the SDGs, the African Development Bank's High Five strategy, the Africa Union 2063 vision, all of them point to one very important fact. And this consensus is very important, which is structural change is a driver of sustained, rapid, and inclusive growth. However, there are lots of different ideas what it entails. It may be something for one country, it is different for another one. So in this type of deliberation, when we speak of structural transformation, what comes to mind is industrialization. Of course, industrialization is a subset of structural transformation. Some countries have deindustrialized, yet also have achieved structural change. But for Africa, and for most of our countries, the appropriate path to structural transformation starts with manufacturing and basically industrialization. I will not give much of the numbers here. We all know, and the colleagues already have said that manufacturing share in value added has been more or less constant in many countries, actually on the average. In some countries it has even declined, like in Senegal it used to contribute 30% to GDP, but it has fallen
rapidly in the last decade and a half. The same story about share of manufacturing in employment. So what are the major bottlenecks that are holding Africa back? I think I leave that to the panelists. I will not go into the list of constraints. Some of them are well known. That includes infrastructure, skills, the business environment, and also financing. So this will just preempt the discussion. However, more than also challenges, there are enormous opportunities for Africa to leapfrog in industrial transformation. That we should not doubt. And the hope is that there must be a bold and coherent, time-consistent policy environment for that to happen. It starts with leadership. It starts with vision. It starts with a sense of urgency that Africa doesn't have time to wait. It doesn't have time to look back and look ahead, rather to act. So in this regard, some of the opportunities are we have a young population, we have a rich, naturally rich continent. It has a rising middle class, and all of the ingredients that many in other regions of the world envy, Africa has it. Some of you are here old enough to remember the late Nobel Prize winner, Gunnar Myrdal, who wrote a book on the Asia drama in the early 50s, believed in Africa. He had less hope in Asia. Today, if he woke up, he would have felt a little embarrassed to see that his beloved Africa is still lagging behind, and the continent that he felt had lost the war on poverty is growing rapidly. So with this note, I'll just conclude by saying the African Development Bank, with its new president, has brought on board a new approach to development, not essentially unknown before, but a grim reminder that if we are not bold, if we are not acting substantively, we will be talking the same problem after 10 years, after 20 years, after 30 years. So these high fives, I'll just prize bank's vision for Africa. As yesterday, without power and without energy, to think of development is a pipe dream. But also without integrating Africa, the smaller countries, the landlocked countries, those on the coastal areas, if they are not connected with each other, the development potential is not reaped. So regional integration is a security issue, it's a development issue, it's also an identity issue. Africans, we all are the same, so we have to break the barriers that keep us apart, even for the sake of even cultural exchange. Forget our development. Therefore, it seems to us, the African Development Bank's vision, including the Feed Africa and improving the lives of Africa, undergives all of the discussions that we are having on inclusive growth, structural transformation, and sustainable development. So I thank you for your attention, and back to you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Abebe. Ladies and gentlemen, like I said initially, the topics that are going to be covered by the panelists have been carefully selected to create a golden thread between the theme that we're talking about, the challenges that we've identified, and the solutions that we feel should be implemented in order for Africa to get itself out of the current situation. I have a list of 6, now reduced to 5 panelists, and I hope everybody's around. We're going to start with Professor Justin Yifu Lin. He is the director of the Center for New Structural
Economies and Dean of the China South-South Cooperation Institute. And his contribution will center around the links between industrialization and structural transformation. And thereafter, we're going to have Mr. Jean-Marie Aka, President of the Ivorian Council of Employers, who will make a presentation on the development of the agro-food industry to just buttress the point that has been raised both by the keynote speaker and the chairman in terms of agriculture, which sector hosts the majority of our poor people, and how we can increase its contribution to economic growth and job creation by way of deepening the value chain. And that's the promotion of the agro industry. Mr. Saif Ame Mensa, advisor to the Minister of Economic Perspective and Sustainable Development here in Gabon, West Africa, will present the Gabon experience of structural and inclusive transformation in the context of the implementation of the emergent Gabon Strategic Plan, in short PGE. Mr. Clever Gatete, Minister of Economic Planning and Finance of Rwanda, I hope he's around. Rwanda always has interesting stories to tell. We will share the experience of Rwanda in the implementation of its plan for emergency, especially aspects relating to the structural transformation of African economies via industrialization. Doctor, I haven't seen the SADC Secretary General. And there's nobody to replace her. All right, I'll probably cover what she should have said in my summary of the deliberations. Mr. Jan Rielanda, Head of Unity Multidimensional Examinations at the OECD Development Center in France, will share the lessons learned from multidimensional country reviews carried out in Africa, in particular in Cote d'Ivoire, Morocco, and Senegal, in the areas of structural transformation. Thereafter, I will conclude by giving a 10-minute summary of linkages between all the presentation, and thereafter the chairman will finally close this session. I'm going to give the panelists 5 minutes each to quickly go over their presentations. And the reason is simple. If you've listened to what the chairman spoke about, what I spoke about, and what the keynote speaker spoke about, the issues have been narrowed down so that Africa does not thinly spread its efforts in terms of tackling the challenges. Let me now, at this point, call Professor Justin Yifu Lin to come and do his presentation. Thank you very much. Thank you very much. Moderators, ladies and gentlemen, there are 6 key words in our panel. The first one, structural. Second one, inclusive. Third one, sustainable. Fourth one, transformation. Fifth one, emergency. Last one, Africa. I'll start with the last 2 key words. It's a fact. African countries are emerging. However, another fact is that Africa is still the poorest continent in the world. But I'd like to say, poverty is not destiny, because every country, to begin with, are poor, including those developed countries in Western Europe and North America. And all the countries when they are poor, they look alike, because their main production activities are in agriculture and natural resources. And all the rich countries are also look alike. Their main production activities are in high value added manufacturing, as well as services to manufacturing and service to households. And agriculture and natural resources became a tiny portion of their production. Ces domaines deviennent
des parts réduites de leur activité de production, même moins de 5% de leur PIB. Cela veut donc dire que de la pauvreté à la prospérité, il faut transformer sa structure de production, passer d'une économie basée sur l'agriculture et les ressources naturelles à une économie moderne et de la transformation. Les pays africains ont essayé auparavant, dans les années 60 et dans les années 70. Ils ont cependant échoué. Leur tentative par le passé de transformer l'économie a échoué. Et c'est parce que la voie vers la transformation n'était ni inclusive ni durable. C'est parce qu'à l'époque, les pays africains, comme beaucoup d'autres pays du monde en développement, veulent passer à un mode de transformation à grande échelle et intensif. Ils voulaient parvenir à une vaste industrie manufacturière, mais ce n'était pas inclusif. Beaucoup de gens n'étaient pas employés dans le secteur. Ce n'était donc pas inclusif. Ce n'était pas non plus durable parce que ces domaines n'étaient pas en mesure d'être compétitifs dans un marché ouvert en utilisant le protectionnisme et les subventions pour survivre. Et la capacité des pays à subventionner et à protéger les secteurs était limitée. Ces méthodes n'étaient donc pas durables et une bonne partie de ces projets n'étaient plus pertinents. Tout au long de l'histoire, on peut voir que les pays qui ont réussi à se transformer, à transformer leur économie, ont tous adopté des approches similaires. Ils ont commencé avec des industries manufacturières légères parce que ces industries ont créé un certain nombre d'emplois afin d'absorber les populations pauvres des zones rurales, et c'est devenu une méthode inclusive permettant d'employer un grand nombre de personnes. C'est également devenu durable parce que ce secteur correspondait à l'avantage compétitif de ces différents pays. Dans des économies asiatiques comme le Japon, la Corée, Singapour ou la Chine, ça a été le cas. Et ça a été la même chose aux États-Unis. Si vous allez dans la zone de Boston, les nombreuses industries qu'ils avaient au 19e siècle, 20e siècle, c'était le textile qui fournissait beaucoup d'emplois. La même chose au Royaume-Uni. La révolution industrielle, ça a commencé dans ce genre de domaine. Tous les pays qui ont réussi ont saisi les opportunités de la relocalisation de l'industrie manufacturière légère, comme le Japon, également la Corée, Singapour et aujourd'hui la Chine dans les années 80. C'est le schéma commun que l'on observe pour une transformation réussie. Aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité. Et les pays africains devraient saisir l'opportunité qui se présente et qui vient de la Chine. Et pour saisir cette opportunité, j'aimerais dire que Jomo de la Malaisie hier a donné un message fort. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'avoir les meilleures infrastructures. Il ne faut pas attendre la bonne gouvernance. Nous pouvons agir tout de suite. Je vais donner l'exemple d'une approche pragmatique. Pour entrer dans un secteur, avoir un avantage comparatif, il faut que vous devenez compétitif. Avec certaines infrastructures, vous pourrez ensuite promouvoir l'investissement. Merci, professeur. Ne vous inquiétez pas si j'interromps les membres du panel. La raison est toute simple. Il y aura une session questions-réponses. J'aimerais donc que les membres du panel
retiennent leurs réflexions et réussissent à les insérer dans les questions qui seront posées lorsqu'ils auront cette opportunité. Merci, professeur, et veuillez l'ovationner. Thank you. May I now call upon Mr. Seja Meo Mensa, À présent, advisor to the Minister j'aimerais appeler of Economic le conseiller and Sustainable Development au ministre to du make his développement contribution. durable au Gabon pour qu'il apporte sa contribution. Merci. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler un peu du cas du Gabon. Avant toute chose, je voudrais présenter les excuses au nom du ministre de l'économie, de la prospérité et de du développement durable au Gabon, qui aurait dû être présent à ce panel ce matin, mais dû au report entre hier soir et ce matin, il avait malheureusement une audience, était reçu en audience par son Excellence le président Ouattara, et donc n'a pas pu prendre part à ce panel. Ceci étant dit, je le représente et je me ferai ce plaisir de partager avec vous cette petite expérience gabonaise. En effet, comme on le dit tous, je crois que pour la plupart, on sait que le Gabon est un pays qui était reconnu comme étant un pays pétrolier, donc un pays dont son économie était essentiellement basée sur de la rente, donc une économie de rente. Nous avons, avant les années 77, connu une très belle croissance grâce au boom pétrolier. Cette croissance a commencé à se réduire et à se décroître, on va dire environ jusqu'aux années 90. Et on a connu donc une instabilité économique jusqu'à très récemment. Vite fait, il est important de restructurer notre économie au Gabon en la rendant plus solide, plus diversifiée. Donc nous avons élaboré dès 2009 un plan stratégique pour aller vers l'émergence du Gabon, donc le plan stratégique Gabon émergent, qui est essentiellement basé sur 3 piliers, dont un essentiel, le Gabon industriel, qui est la remontée de la chaîne de valeur pour industrialiser le Gabon. Alors, naturellement, au Gabon, il y a des atouts en termes de ressources naturelles. Notre économie était essentiellement basée sur l'exportation, sur l'exploitation des ressources en l'extraction. Donc, on parle d'extractif. Au niveau du pétrole, au niveau des mines, on s'est dit qu'il fallait remonter cette chaîne de valeur. Nous avons donc, dans le plan d'industrialisation qui a été mis en place dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, choisi 5 secteurs prioritaires qu'il fallait industrialiser. L'industrie du bois, l'industrie sidérurgique, donc des mines, l'industrie agroalimentaire, l'industrie halieutique et l'industrie des matériaux de construction. Parce que le pays regorge de ces matières premières, mais dont la valeur ajoutée n'était pas prise en compte. Alors, pour pouvoir industrialiser, en effet, il y a des fondements qu'il fallait mettre en place. Donc, dans le schéma de notre transformation économique, il a fallu mettre en place ces fondements. On parlait tout à l'heure d'énergie. On ne peut pas industrialiser sans énergie. Le Gabon a encore la chance d'être un pays qui est couvert d'un certain nombre de cours d'eau et qui permet donc qu'au niveau de l'énergie, nous pouvons nous asseoir sur une énergie propre, durable, donc l'hydroélectricité. Donc nous avons, au courant de la première phase de ce plan de développement économique, renforcé les fondements en multipliant par 2 la de l'énergie propre et renouvelable, donc notamment l'hydroélectricité, mais d'autres énergies aussi. Il fallait aussi s'assurer que les routes permettaient de délocaliser l'intérieur du pays. Donc nous avons eu un grand projet d'infrastructure pour mettre à niveau l'infrastructure routière, de sorte à faciliter le transport des matières premières vers les centres de transformation et faciliter l'exportation en renforçant les capacités portuaires. Donc nous avons, sur le plan infrastructurel, autant énergétique, routière et autres, commencé durant les 7 dernières années à renforcer les capacités pour faciliter et rendre l'industrie naissante au Gabon compétitive. Naturellement, qui parle d'industrie parle aussi de capital humain. Il a fallu travailler pour, dans le cas de fondement, de mettre en place, avoir de la main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs porteurs. Donc, des centres de formation spécialisés ont été, durant cette phase de fondement, aussi mis en place, de sorte à s'assurer qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée disponible pour soutenir ce nouveau plan de développement économique. Parlons du secteur industriel et prenons quelques exemples. Nous avons l'industrie du bois. En 2010, le chef de l'État gabonais a pris la courageuse décision d'interdire l'exportation des bois sous forme de grumes. À l'époque, ça a fait tout un tollé. C'était très facile. Cette interdiction
ramenait forcément à remonter la chaîne de valeur, à industrialiser la filière. Alors naturellement, les opérateurs qui étaient déjà installés se sont concentrés essentiellement dans la première transformation du bois, ce qui n'est pas l'objectif du Gabon, parce qu'il faut remonter la chaîne de valeur pour avoir davantage de valeur ajoutée sur les produits d'exportation. Alors, pour mettre en place cette politique, il a été créé ce que nous appelons des domaines industriels du bois, qui consistait de se rapprocher de la ressource forestière pour pouvoir subir la première transformation, donc proche de ces zones qui étaient déterminées comme étant des zones fortes en ressources. Ensuite, nous avons créé des zones économiques spéciales, donc une en particulier qui est fonctionnelle, qui a été initiée en 2011 et qui est totalement opérationnelle aujourd'hui, qui reçoit les produits de première transformation pour remonter la chaîne de valeur et permettre de faire des produits de deuxième et de troisième transformation dans le bois. Je prends l'exemple du bois parce que c'est un exemple pour lequel nous avons eu un beau succès, un beau résultat au courant des 5 dernières années, mais ça aurait pu être la même chose dans le cas de la métallurgie, donc de la sidérurgie, où nous avons un opérateur qui était par exemple au Gabon depuis une 50aine d'années et qui ne faisait qu'extraire et exporter, par exemple le manganèse. Depuis quelques années, depuis 3 ans, nous avons pu remonter la chaîne de valeur de cette filière en faisant de la transformation locale au Gabon, certes encore insuffisamment, mais nous avons commencé à transformer par exemple du manganèse en manganèse métal, en ferromanganèse au Gabon, ce qui ne se faisait pas il y a 5 ans seulement. C'est pour dire que nous avons réellement commencé à travailler sur la filière, sur la transformation, sur les transformations structurelles au Gabon. Nous avons commencé à avoir des premiers résultats qui sont loin d'être ceux qui étaient escomptés. Nous sommes en marche, nous avons notre plan d'émergence, était un plan qui était mis sur une 15aine d'années, donc à l'horizon 2020. Donc nous sommes dans la seconde phase où nous devons consolider la croissance pour qu'elle soit davantage inclusive, donc on parle de prospérité partagée, s'assurer que les populations aient les retombées de cette croissance qui a commencé à décélérer fort malheureusement depuis l'année dernière, dû à la chute des cours des matières premières. Parce que notre économie n'étant pas encore suffisamment diversifiée, nous sommes encore très tributaires de ces cours. Alors, notamment, donc, du coup, dans la seconde phase de développement du plan stratégique Gabon émergent, nous avons essayé de corriger un peu le tir en mettant un plan de relance économique triennale sur la période 2017-2020 pour pouvoir nous assurer que nous continuons notre investissement dans les secteurs prioritaires, notamment les secteurs qui portent la croissance et qui soutiennent donc la diversification, en ouvrant davantage les portes aux partenariats publics-privés, parce que naturellement les finances publiques ont été affectées. Il y a eu un grand déséquilibre, des principaux agrégats macroéconomiques dû à cette chute des cours de matières premières. Donc le Gabon est en phase est en route vers son pari d'émergence. Hier, on disait que les années qui sont fixées ne sont que des années à titre indicatif. Oui, nous sommes bien conscients. Nous espérons qu'en 2025, nous ayons une économie déjà beaucoup plus diversifiée, où le poids du secteur secondaire, notamment le secteur de transformation, soit bien plus représenté, de sorte à faire en sorte que nos populations en profitent davantage. Il faut aussi noter qu'en termes de retombées sur les populations, nous sommes passés par exemple de 200 000 à 1 200 000 bénéficiaires au Gabon de l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, les populations sont essentiellement couvertes par cette assurance d'une importance grâce aux efforts qui ont été entrepris au courant des dernières années. Donc, ceci c'est pour dire, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps et tout à l'heure nous répondrons aux questions que vous poserez, mais le Gabon est en phase de relever son défi, d'avoir une économie davantage diversifiée, portée par le secteur secondaire, qui ne représentait il n'y a pas si longtemps que 4% du PIB, pendant que le secteur extractif, donc le secteur du pétrole, représentait jusqu'à 37% du PIB. Alors, je vous remercie. Thank you very much. Mr. Yan Relanda, Head of Unit Multidimension Examinations at the OECD, will now give us Monsieur in 5 minutes. Yann Rilander de l'OCDE va à présent intervenir 5 minutes. Merci beaucoup. En introduction brève, vous vous demandez certainement pourquoi l'OCDE est ici, et je vais vous expliquer que je suis du centre de développement de l'OCDE. Nous avons des membres de partout, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Maroc, la Tunisie,
l'Afrique du Sud, la Chine et d'autres sont des membres à part entière du Centre de développement de l'OCDE. Un instrument clé que nous avons au Centre de développement, c'est ce que nous appelons les examens multidimensionnels des pays. Nous avons entrepris cet exercice avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et beaucoup d'autres pays dans d'autres régions du monde. Dans mon exposé, je vais présenter certaines des leçons apprises et j'aimerais parler de la transformation structurelle de l'émergence. De quoi s'agit-il? Comment cela peut arriver? Comment faire une réalité? J'aimerais prendre deux éléments à ce niveau. Faire évoluer les capacités et créer un cercle vertueux. Le professeur nous a parlé des tentatives précédentes de transformation structurelle et le fait qu'elles n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est de tirer les leçons du passé. Aujourd'hui, il faut définir ce que nous voulons lorsque nous disons émergence, transformation structurelle. Je vais commencer avec une question. En 2010, ce pays avait un déficit budgétaire de moins de 3%, une inflation de moins de 5%, une croissance économique stable de 5% sur les 10 dernières années et 80% de couverture santé pour la population. Alors, si on regarde notre compréhension du développement, on va se dire que c'est une réussite. De quel pays est-ce que cela pourrait s'agir? Et c'était la Tunisie avant la révolution, avant le printemps arabe. Et nous devons essayer de voir ce que nous voulons dire lorsqu'on parle du développement, que voulons-nous apporter quand nous parlons d'émergence. Et c'est à cela que nous emmène le gouvernement de Côte d'Ivoire. Comment faire de l'émergence une réalité? Nous avons l'agenda 2030, nous avons l'agenda africain de 2063, nous avons les objectifs de développement durable. Et en tant que communauté internationale, je pense qu'ensemble, nous commençons à comprendre que le développement ne se base pas seulement sur les indicateurs, que nous devons commencer à penser au développement en termes d'individus, de prospérité, de paix, du climat et de partenariat. Et autre élément important, comment financer tout cela, comment financer le développement. Dans la structure de l'émergence, il faut ces 5 P, y compris le financement. Je vais essayer de vous convaincre de ce que cela fonctionne grâce à l'évolution des capacités. Les capacités individuelles de ces différents piliers qui permettront à l'émergence de devenir une réalité. Commençons par parler du cercle vertueux. Dans nos travaux avec les partenaires, c'est par là que nous commençons. Lorsqu'on pense à la prospérité et aux populations, l'émergence de la transformation structurelle, c'est d'avoir une structure économique et une croissance économique qui bénéficie aux populations de façon inclusive. Et cela vous aidera à créer une classe moyenne qui consomme et faire en sorte que l'économie de consommation devienne un moteur de croissance pour plus de transformation et plus de croissance économique. De même pour la paix et les institutions, les populations et le financement. La question clé, c'est le contrat social. La mobilisation des ressources domestiques. Les taxes, les impôts sont une méthode de transformation structurelle. Tout le monde doit prendre part aux enjeux et tout le monde doit avoir la volonté de contribuer. Et pour cela, les gens veulent avoir des services publics de qualité. Ils veulent qu'en retour de leur participation, ils aient des retombées. Et cela vous emmène à avoir de meilleurs services publics. Le contrat social aidera au développement. Autre P important, c'est le partenariat. Pour que le développement arrive et que l'émergence devienne une réalité, il y a l'intégration régionale, comme nous en avons parlé, c'est important. À travers la croissance, à travers le commerce, vous pourrez croître en même temps que vos voisins. Cela est une réalité dans cette région. Beaucoup plus peut être fait et doit être fait pour une intégration régionale et qu'il y ait plus d'échanges commerciaux entre les pays. Là, nous aurons le cercle vertueux. À présent, permettez-moi de parler de l'évolution des capacités
cité comme étant un des piliers. Ici, ce n'est pas le quoi de l'émergence, mais le comment y arriver. Il y a des statistiques que j'ai pu voir. La liste Forbes, dans les années 70, c'était la liste des 100 entreprises, des 100 meilleures entreprises. Et nous avons sur les meilleures entreprises de 1987, quand on compare aux années 70, 60 ont disparu, 20 des entreprises sont descendues dans le classement. Et en 1997, seulement 15% ou juste 74 de ces entreprises qui étaient considérées comme les meilleures il y a une vingtaine d'années avaient survécu. Si je vous présente ces chiffres, c'est pour dire que l'émergence, l'économie, le développement est une notion dynamique qui est en évolution. Et la façon d'en faire une chose durable, c'est de garder le cap avec ces mouvements. Cela est difficile pour les entreprises. Cela est encore plus difficile pour les pays. Et dans ce sens, la diversification est essentielle. Pour cela, il faut des stratégies de compétitivité. Il ne s'agit pas d'avoir des politiques contre le marché. Il ne s'agit pas de l'agriculture contre l'industrie. Ce n'est pas la croissance contre l'égalité. Ce n'est pas ma prospérité face à la prospérité du voisin. Mais c'est l'ensemble de tous ces événements. Nous avons besoin de plusieurs stratégies et faire en sorte d'avoir des stratégies compétitives. Bien sûr, il est important que les gouvernements soutiennent les secteurs qui ont des opportunités importantes. En Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons beaucoup travaillé sur la chaîne agricole. Nous avons identifié un grand nombre d'actions nécessaires à entreprendre, mais il est également important de faire en sorte qu'au sein même du pays, la concurrence puisse fonctionner et gérer le coût de la vie. La qualité de la vie est importante pour le coût du travail. L'économie doit être inclusive et compétitive. Il s'agit donc de planification et comment le faire. Et nous y réfléchissons au cours de des examens que nous menons. Nous mettons en place des plans pour la transformation structurelle et nous considérons cela comme un exercice d'apprentissage pour nous préparer à l'avenir. Et l'élément clé, c'est d'avoir un plan d'action clair de là où nous voulons aller, mais également être en mesure de mesurer les avancées, voir quelles sont les actions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Pour mettre en place un plan d'action, nous mettons du temps à identifier les indicateurs clés et comment faire parvenir les ressources au domaine de réussite et comment réussir pas à pas. Il s'agit donc de l'évolution et l'adaptation du secteur public. Le secteur public doit évoluer. Le contrat social doit fonctionner et nous avons vu divers exemples. En Côte d'Ivoire, nous avons le CPC qui est un exemple très intéressant d'une nouvelle méthode de travail entre le secteur privé et le secteur public pour que l'économie fonctionne de manière plus fluide. Le Sénégal également a mis en place une structure très intéressante qui fonctionne très bien entre le gouvernement et le secteur privé, qui aide le secteur privé à investir dans des domaines clés, dans les hôpitaux et dans d'autres domaines, inviter le secteur privé à aider le secteur public dans ses fonctions clés. Ce sont là quelques exemples et sur ce, je vais passer la parole aux autres membres du panel. Merci. Merci beaucoup, parce qu'il était au... We have Rwanda here. Yes, we've saved quite a lot of time, I think, which we use in the question and answer session, where you'll be given an opportunity to seek clarifications. Et ce sera une occasion pour vous de rechercher des éclaircissements. Ah, il y a de nouveaux arrivants. Ah, c'est parfait. Alors, je vais maintenant demander au Rwanda de faire son intervention.
Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Vos 5 minutes sont vraiment une épreuve pour nous. Alors, vous êtes le seul qui négocie, donc je vais vous donner 7 minutes et demie. Merci beaucoup. Alors, pour nous, au Rwanda, je ne sais pas, peut-être que je vais passer plus de temps pendant le débat pour expliquer davantage ce qui se passe au Rwanda. Je pense que dans le cas du Rwanda, comme vous le savez tous, depuis 1994, après le génocide, le point de départ qui était le nôtre n'est pas comparable dans les autres pays. Lorsque nous avons commencé après le génocide, lorsque l'économie avait connu un déclin de 50%, la pauvreté était à 78%, l'inflation à 80%, les infrastructures étaient complètement détruites. Nous ne savions pas par où commencer pour parler d'émergence. C'était donc une période terrible qu'on ne pouvait comparer à aucun autre pays. Mais je dois dire que depuis le moment, depuis 1994 jusqu'à 2015, l'économie a, je dois dire, le PIB per capita qui était de 146 $ américains par personne est passé à 720 $ par personne en 2015. C'est-à-dire qu'il a connu une multiplication par 5. Je ne sais pas si on peut avoir de tels résultats dans un pays, PIB per capita, qui soit multiplié par 5. Et lorsque nous mesurons le PIB per capita, ce n'est pas seulement la croissance que nous examinons. Nous regardons la croissance, nous regardons l'indice de développement humain, la répartition des revenus, l'indice de développement humain, etc. Ce n'est pas seulement la croissance, parce que la croissance est trompeuse. Mais après cela, il a fallu élaborer une vision qui nous permette de devenir une économie à revenu intermédiaire d'ici 2020. C'est réalisable. Lorsque nous avons commencé, on a commencé à essayer d'atteindre la croissance économique et comment résoudre les problèmes de réduction de la pauvreté. Et ça s'est bien passé. Jusqu'en 2015, l'économie a connu une croissance de 9,9%. Alors, depuis 2000, il y a eu une baisse en raison des défis auxquels nous sommes confrontés maintenant. Alors, comment planifier? Ce qui est très important. Je dois dire que nous ne manquons pas d'idées, nous ne manquons pas d'occasion de nous réunir. Et malheureusement, ceux qui sont ici, ce n'est pas ceux qui font la mise en œuvre, mais les idées sont là. Pendant toute une année, à travers les conférences, vous avez toutes les idées dont vous avez besoin pour développer votre économie. Mais le problème réel, c'est la mise en œuvre. Comment organiser la mise en œuvre pour que les choses se passent bien? Je pense que c'est ce qui a fait la distinction entre le Rwanda par rapport aux autres pays. Et je pense que ce qui a été présenté hier par Mardiaye, Imigo, le plan de mise en œuvre, c'est précisément la clé. Il faut planifier ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Il y a également l'approche sectorielle pour la mise en œuvre, quels que soient les fonds dont vous avez, Lorsque vous allez dans différents pays, vous avez les politiques, les experts, mais le problème est de savoir qu'est-ce que vous avez pu réaliser en fin de compte. C'est la raison pour laquelle nous avons les contrats de performance chez nous, que nous appelons IMIGO. Et cela s'applique de la base jusqu'au centre. En tant que ministre de la Santé, je dois signer un contrat de performance avec le président pour dire ce que je dois faire. Et nous sommes évalués par rapport à ce qui a été proposé en public. Alors, ce n'est pas parce que nous voulons maintenir nos emplois ou ne pas avoir honte, mais c'est simplement parce que nous devons donner des résultats. Je peux, depuis mon bureau, voir quelles sont les dépenses qui sont faites dans n'importe quelle partie du pays.
il y a eu un certain nombre de réformes que nous avons dû faire. On a parlé ici d'agriculture. Alors, la réforme foncière, toutes les terres maintenant sont enregistrées. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle la consolidation des terres. Parce qu'à partir de la machine, à partir de votre téléphone, vous pouvez savoir qui est propriétaire de quoi. Il n'y a plus d'ambiguïté. Et je pense que cela résout le problème de la meilleure utilisation de l'agriculture. Nous avons fait une expérience qui a été initiée par le président pour résoudre le problème de la pauvreté. Nous avons commencé par une vache par famille pauvre. Et donc, à partir de cela, ça fait des merveilles. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires, mais toute personne ordinaire bénéficie d'une vache. Et ceci fournit donc des revenus à partir du lait, mais également il y a l'engrais. Alors, le premier, lorsque vous donnez une vache à votre voisin, vous renforcez les bonnes relations. Donc, lorsque nous avions commencé, alors c'est comme un incendie qui s'est étendu dans tout le pays et ceci a aidé grandement au niveau de la réduction de la pauvreté. C'était une petite idée, mais qui a eu un impact considérable. Il faut s'assurer également qu'au Rwanda, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent qui ont une assurance. Il faut avoir l'assurance universelle. Il y a donc le système double, c'est-à-dire vous travaillez, vous payez une certaine prime, mais nous avons introduit un système pour ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le pays ont une couverture. Alors, en termes d'éducation, en termes d'école, nous avons fait énormément. Nous avons constaté que si nous comptons uniquement sur le budget, le trésor, nous aurons des problèmes. Donc, nous avons essayé de compter sur ce que nous appelons Muganda, c'est-à-dire les travaux publics. C'est-à-dire tout le monde, depuis le président jusqu'à citoyen lambda, tout le monde travaille et apporte une contribution et les sommes économisées sont considérables. Sur le Rwanda, il y a beaucoup qu'on puisse dire. On a passé déjà la première étape, on passe maintenant à la deuxième génération de réformes. Au départ, en fait, je voudrais dire juste une chose que le public doit comprendre. Lorsqu'on parle de réforme des dépenses publiques, on veut dire quelque chose de précis. Nous tous, en tant que ministres, fonctionnaires, nous avons tous des véhicules. On pourrait voir des véhicules. Lorsque vous allez au funérailles, à un mariage, lorsque vous allez à un bar, à un événement, vous aviez des véhicules du gouvernement. Imaginez donc la consommation, etc. Au Rwanda, je n'ai pas de véhicule de service. Aucun fonctionnaire n'a de véhicule de service. On a aboli cela et cela nous a permis d'économiser beaucoup d'argent qu'on utilise maintenant pour autre chose. Maintenant, au Rwanda, on arrive à une autre étape. On se focalise sur les chaînes de valeur, pratiquement dans tous les secteurs. Le tourisme, au niveau des compagnies aériennes, les hôtels et toutes les autres activités. Et nous essayons de bâtir ces secteurs avec le TIC. Tout le pays a été équipé de fibres optiques et 97% du pays est équipé avec le 4G LTE. Dans les zones rurales, dans les zones urbaines, vous avez l'infrastructure nécessaire. Nous avons donc une université qui forme. Nous avons créé des villes d'innovation où nous avons des sociétés pour apporter un appui. Nous avons 5 centres scientifiques et les centres d'excellence qui apportent toute la capacité scientifique. Lorsque nous parlons de capacité, c'est clair que nous avons les appuis nécessaires. Et il y a plusieurs secteurs d'industrialisation,
énergie gazière, etc. Mais je vais conclure. Il y a 5 choses que nous devons prendre en considération. ABB en a parlé. Le leadership est très, très important. L'inclusivité est très importante. La réalisation du fait que nous nous situons dans une situation d'urgence est importante. C'est important. L'innovation, les politiques adaptées, les choses changent. Il faut s'adapter au changement en tant que gouvernement. Et lorsque c'est fait avec les populations, tout est possible. Si le Rwanda l'a fait, les autres pays peuvent également le faire. Merci. We all know that Rwanda is a success story. Nous savons tous que le Rwanda est une histoire de succès. Donc je suis certain que pendant le débat, M. Gatete profitera pour nous dire tout ce qui n'a pas pu être dit dans le court temps qui lui avait été donné. Monsieur Jean-Marie Aka n'a pas pu être présent, il est remplacé par l'éminent orateur qui prend la parole maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais dire à l'assistante que je représente effectivement M. Jean-Marie Aka qui est empêché et qui voudrait vraiment, sincèrement, présenter ses excuses à l'Assemblée. Bien entendu, le temps qui nous est imparti va m'obliger à être conscient dans le plan qui nous avait été donné. Je voudrais rappeler simplement qu'en ce qui nous concerne, il s'agissait de présenter l'évolution de l'industrie agroalimentaire en Côte d'Ivoire, indiquer les principaux défis et vous faire part des dispositions prises par le secteur privé pour développer les chaînes de valeur inclusives. Ce qui permettrait de prendre en compte, bien entendu, l'amélioration de la productivité des revenus des petits producteurs. Alors, de façon globale, vous comprendrez qu'avec le temps, nous irons à l'essentiel tout à l'heure en ce qui concerne les mesures prises. Globalement, nous pouvons dire qu'en termes de secteur industriel, nous avons 5200 entreprises qui représentent environ 25% du produit intérieur brut ici en Côte d'Ivoire. Et l'agro-industrie représente à peu près 50% de cette contribution. Bien entendu, depuis 2011, l'industrie agro-industrielle et spécifiquement l'agro-industrie connaît une croissance. Et quand on harmonise tout, on s'aperçoit que l'activité industrielle a connu des taux qui sont là, 12,8 en 2012, 8,8 en 2013, une baisse en 2014, on était à 6,1%, et en 2015, nous étions à 10,5% au premier trimestre. Donc, vous voyez l'évolution de cette contribution. On ne peut pas parler de tout cela sans faire un clin d'œil à l'investissement. Selon le CPC, 15% des investissements concernent le secteur agroalimentaire entre 2015 et 2016. Et il faut dire que l'agro-industrie se positionne en troisième position après, bien entendu, le bâtiment et les TIC. Une fois cela vu comme ça, quels sont les principaux défis qu'il faut relever? Je voudrais rappeler que cette problématique est d'autant plus importante pour le secteur privé en Côte d'Ivoire que dans les années 70, le secteur privé a décidé de concevoir un plan stratégique qui a été intitulé le défi du meilleur, c'est-à-dire un plan stratégique établi par le secteur privé pour le secteur privé. Et il s'agissait là d'une contribution du secteur privé à donner dans le cadre des activités gouvernementales pour voir quelle est la contribution donc du secteur privé. Nous avions développé des axes stratégiques importants et ce que je peux relever ici, c'est en termes de défis. Les défis qui se posaient à nous, bien sûr les défis du secteur privé, mais aussi les défis concernant l'État de Côte d'Ivoire.
En ce qui concerne le secteur privé, il ressort qu'il était important pour nous, pour amener les petits producteurs à la croissance, de leur mettre à disposition des semences améliorées et de qualité, et de faciliter leur accès au financement, d'augmenter les exploitations en superficie et de les moderniser. Et bien entendu, la mécanisation est un enjeu majeur. Il se trouve que nous sentons la difficulté des petits producteurs à accéder aux marchés régionaux, à plus forte raison internationale. C'est une problématique qu'il faut indexer. Et puis, il y a le modèle de financement qu'il fallait changer. On dit qu'il faut faire un saut technologique avec les banques mobiles. Parce qu'il faut comprendre que le taux de bancarisation dans le secteur rural est très faible. Et par conséquent, il faut innover en la matière. Alors, une fois les défis passés en revue, je voudrais, honorable auditoire, parler de ce que le secteur privé a pu faire pour amener les petits producteurs à augmenter leurs revenus et à augmenter leur productivité. Il me suffirait ici de prendre 3 exemples pour être plus concret. L'exemple de la société Semois. La société Semois, qui est un chocolatier que vous connaissez bien, s'est associée au Conseil Café Cacao pour investir près de 7 milliards dans une initiative qui visait à inciter les paysans à prendre en compte le phénomène du changement climatique, un thème majeur en matière d'agriculture, et aussi à lutter contre la déforestation. L'accord a été signé et l'investissement est appelé à s'étaler sur 5 ans. Donc vous voyez des actions concrètes ici pour cette lutte contre la déforestation et le changement climatique. Le deuxième exemple que je pourrais citer à votre attention, c'est ce que le groupe Nestlé a pu faire dans la filière manioc. Et il a s'agi quelque part de créer dès 2014 un centre de recherche. Et ce centre de recherche a coûté la bagatelle de 15 milliards. Vous sentez là, par rapport au niveau d'investissement, quel est l'engagement réel du secteur privé. Alors, la finalité, c'est de mettre à la disposition du secteur agricole paysan des variétés de manioc, de maïs et de légumes à grand rendement, plus résistants et enrichis à la vitamine en tant que telle et au fer. Le dernier exemple que je voudrais soumettre à votre attention, cher auditoire, c'est le cas de la CIPRA, la Société ivoirienne de production animale. Et cela à travers un partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. Madame le ministre est là. Dans le cadre du PNIA, le Programme national d'investissement agricole, eh bien, CIPRA a engagé un programme dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce programme constitué de quoi? Il s'agit ici de encadrer la mise en culture de 10 000 hectares de maïs, qui serait étendu à 30 000 hectares. Et cela créerait à peu près 550 emplois, 20 000 hectares de plantation, va toucher 20 000 familles et 120 000 personnes qui vont bénéficier d'une augmentation de revenus et qui vont bénéficier d'une productivité certaine. Voilà ainsi ramassé ce que je peux dire. Maintenant, en termes de conclusion, il faut savoir que le secteur privé en Côte d'Ivoire est tout à fait conscient de ce que les petits producteurs agricoles constituent un sourcil important, puisqu'ils constituent 60% de notre source d'approvisionnement en matières premières. Nous ne pouvons pas, je peux le dire, négliger cet aspect-là. Il faut donc les soutenir. Je vous remercie. Thank you very much, gentlemen. Can we give them another round of applause? Veuillez l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît.
Je voudrais dire au nom de toutes les femmes réunies ici à l'avenir, lorsqu'on me donnera d'être modérateur, je vais demander de quoi est constituée la liste des panélistes. Et s'il n'y a pas de femmes, je ne vais pas accepter d'être modérateur. Mais on m'a induit en erreur parce que lorsque je vois les noms en français, quand je vois Jean, chez nous, en anglais, ça se dit Jean. Je pensais que c'était une femme. Jean-Marie. Mais voilà, ça c'est un exemple parfait de manque de transformation. Il ne faudrait pas parler d'un sujet aussi important sans que les femmes participent. Lorsque les femmes sont là, il y a des résultats concrets, mais les hommes aiment beaucoup parler, parler et parler. Donc, au nom de l'organisateur, je voudrais vous présenter, à vous, mesdames, nos sincères excuses. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons faire la synthèse et ensuite on va permettre un débat. Il y aura donc 3 séries de questions et ces questions pourraient être adressées à n'importe lequel des panélistes. Et les panélistes qui auront été interpellés pourraient reprendre la parole pour répondre. Mesdames et messieurs, les présentations de ce matin ont commencé à expliquer la symétrie de la structure de l'économie africaine. C'est vrai que nous sommes un continent riche, mais nous avons le paradoxe de la pauvreté. On a dit que l'Afrique est pauvre, non pas pauvre en termes de ressources, mais en termes d'incapacité de réaliser les objectifs économiques dont nous avons besoin. Alors, le thème central de la plupart des présentations ici essaie de faire une distinction entre croissance économique et croissance et développement économique. L'on a dit ici que les pays qui ont connu une croissance rapide sont les mêmes pays qui ont eu de faibles niveaux de création d'emplois et des niveaux élevés de pauvreté. Si vous avez entendu la contribution de la plupart des panélistes, ils ont situé les solutions autour de l'inclusivité, c'est-à-dire de laisser personne à la marge. Et là, on a dit que le développement économique est opposé à la richesse économique. Et on a dit qu'il faut que nos économies doivent approfondir les retombées. C'est-à-dire qu'on exploite les ressources, mais on n'apporte pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on importe le chômage. Donc, il faut que nous puissions mettre davantage l'accent sur l'inclusivité. Son Excellence, Monsieur le ministre RTD du Rwanda et le représentant de la Banque africaine du développement et le représentant de l'OCDE ont donné des expériences pratiques de stratégies qui sont en train d'être mises en place pour veiller à ce que nous répondions à cette préoccupation de concentration sur la croissance économique plutôt que sur le développement économique, ainsi que nous donnions du contenu à ces questions d'emploi. Le Rwanda a dit qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur la planification, parce que c'est simplement théorique. Chaque année, il faut faire un plan quinquennal, mais il faut aller au-delà. La mise en œuvre est très importante. Le Rwanda a insisté sur l'obligation de rendre compte pour ceux qui ont fait la mise en œuvre. Et cela ne peut être réalisé que, comme le Rwanda l'a dit, à travers des systèmes
de vérification de la performance pour voir si les objectifs et les cibles ont été atteintes. Le Rwanda a également parlé du facteur efficacité qui est pris en compte dans l'économie rwandaise et la nécessité pour l'économie de tenir compte de la modernité. Il faut donc tenir compte du milieu dans lequel nous évoluons. J'ai été très strict par rapport au temps. Je vais également respecter le temps. Veuillez m'applaudir également. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant au moment du débat. Questions-réponses. Alors, vous avez entendu un certain nombre d'idées. Nous allons maintenant vous donner la parole pour réagir. Je ne sais pas s'il y a des hôtesses qui pourraient faire passer les micros. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Je vais commencer avec madame. Y a-t-il une autre dame qui souhaiterait parler? Oui, madame en vert. Et madame ici. Alors, veuillez donner les micros d'abord à la personne en bleu ici. Je vous remercie. Je m'appelle Jessie. J'étais ici en 2015 à la première édition. Je suis rwandaise. Je me félicite du fait que mon ministre a parlé de mon pays. Mais, monsieur le modérateur, je souhaiterais que le ministre du Rwanda parle également ce que nous avons appelé la responsabilisation des femmes. Depuis hier, j'étais jaloux. Lorsque vous venez d'un pays où on soutient les femmes et lorsqu'on n'en parle pas, vous n'êtes pas à l'aise. J'espère que mon ministre en parlera. La deuxième question que je voulais évoquer porte sur le secteur privé. Je suis ici parce que j'appartiens au secteur privé. Et le secteur privé est soutenu par le gouvernement rwandais. Le gouvernement ne peut pas fonctionner sans le secteur privé. Alors, je ne vais pas en parler personnellement. Je préfère que le ministre puisse également s'attarder un tout petit peu sur ce point. De sorte que la prochaine fois, parce que j'ai compris que pour 2017, ce sur quoi on insiste en termes d'objectifs, c'est que les pays africains doivent partager leurs expériences. Et croyez-moi, je ne serai pas ici représentant le secteur privé du Rwanda si le gouvernement rwandais ne travaillait pas avec le secteur privé. Voilà ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Mon patron, le président, m'a dit qu'il faudrait autoriser juste une série de 5 questions. Alors, si vous n'avez pas été invité pour faire partie des panélistes, ne profitez pas de ce débat pour, au lieu de poser une question, faire une autre conférence. Donc, 5 questions uniquement. C'est la nouvelle règle. Madame? Oui. Bonjour. Merci, monsieur le modérateur. Heureusement que vous avez évoqué au niveau de ce panel qu'il n'y avait pas de femmes. Je pense que la prochaine fois, il faut intégrer les femmes parce que lorsqu'on parle de croissance économique, lorsqu'on parle de développement, nous savons que la crise économique frappe les femmes dans le monde parce qu'elles constituent 70% des pauvres dans le monde. Comment on peut faire un panel sans qu'elles s'impliquent? Et je vous remercie de l'avoir évoqué parce que parfois, nous parlons de genre, d'intégration, de dimension, de genre, on l'oublie, et d'équité. Je pense que dans ces panels, lorsqu'on évoque les problèmes de crise, de croissance, il faut qu'on prenne en compte ces dimensions d'égalité des genres, d'équité et surtout de diagnostiquer de long en large les problèmes d'accès
des femmes en matière d'industrialisation, de leadership, de financement. Et c'est ça dont j'aimerais parler. Et je vous remercie d'avoir mis le point sur ça. Thank you very much. The last, Merci. the last woman. Dernière dame. Dernière dame. Merci. Il y a des hommes qui viennent de demander la parole. Yes, madame, there. Oui, madame d'abord, s'il vous plaît. Vous serez la 4e personne à intervenir. Madame d'abord. Les dames d'abord. Sinon, elles ne vont pas nous laisser sortir de ce bâtiment. Tout le monde, donc moi c'est madame. C'est madame Si. C'est madame Si Lala Aïcha, donc je viens de la Mauritanie. Et c'est vrai que mon pays n'est pas encore candidat donc à l'émergence, mais je promets que dans 2 ans, on va faire tout pour que aussi la Mauritanie soit candidate donc à l'émergence en Afrique. Et ma question concerne surtout, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses en écoutant les expériences de différents pays, mais je n'ai pas entendu un peu le rôle de la société civile, donc dans cette transformation et vers cette route-là, vers l'émergence. Et je pense que la société civile africaine, dans nos pays africains, a joué a joué un grand rôle. Et surtout, ma question s'adresse à notre ami du Gabon. Par exemple, je sais que j'ai lu beaucoup de choses par rapport donc aux industries extractives et je sais que la société civile gabonaise est très engagée donc dans cette transformation donc des industries extractives et joue un rôle important donc dans la transparence en matière donc de gestion de ces industries extractives. J'aimerais bien qu'on nous donne un peu une expérience positive, un rôle qui a été joué, surtout que ce mariage entre société civile et gouvernement dans nos pays est parfois très difficile. J'aimerais avoir des expériences réussies dans ce domaine et comment un peu au niveau du Gabon, au niveau du Rwanda, qui sont des expériences qui sont toujours comment les gens font pour qu'il y ait ce mariage-là facile entre la société civile et les gouvernements de ces pays-là. Je vous remercie. La question des femmes a été beaucoup prise en charge, je n'y reviens pas. Je pense que c'est très important, mais je n'y reviens pas. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes, sir. Oui, monsieur. Moi, j'aurais préféré que ce soit une femme qui soit dans le rôle de modérateur. Elles auraient été plus balancées et elles auraient donné la parole à un homme et à une femme, à un homme et à une femme. Maintenant, on a tout donné aux femmes. Je suis béninois. J'ai une seule question que je voudrais poser aux panélistes du Rwanda par rapport à leur expérience de suppression des véhicules administratifs. Et je voudrais demander comment est-ce que ça a pu se faire. Parce qu'il y a des fonctions où les véhicules administratifs sont nécessaires. Quand on me dit par exemple que les ministres n'ont pas de véhicules et que les directeurs, certains directeurs à des postes de commandement n'ont pas de véhicules, alors qu'ils sont appelés à exercer des fonctions qui nécessitent qu'ils aient des véhicules, comment est-ce qu'ils ont pu le faire?
1. Si on a éliminé les véhicules, qu'est-ce que les chauffeurs sont devenus? Les conducteurs de véhicules administratifs qui sont des fonctionnaires. S'il n'y a plus de véhicules, ils sont forcément au chômage. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'eux? Donc, c'est la question que je voudrais poser. Je vous remercie, monsieur. Thank you very much. Yes, sir. Oui, monsieur. Thank you very much, Chairman. One question. My name is Samuel Wangwe. Je suis Samuel Langwe. Professor of economics from Je suis Dar es un Salaam, professeur Tanzania. à la retraite, un professeur d'économique de Dar es Salaam en Tanzanie. Mais je ne suis pas un professeur fatigué. Ma question est la When suivante. we had discussions here, presentations indicated Nous avons how eu des présentations and the challenge of each small country trying to et transform le défi de transformer chaque pays individuellement peut être un véritable, peut être difficile. It was found that the existing corridors Il a été, on a vu qu'il y avait beaucoup de synergie entre différents pays d'un même corridor de développement. transport corridors into development corridors. Et transformer les corridors dédiés au transport en corridors de développement a montré le lien entre la logistique, les services, la production, le développement urbain Indian Ocean, Atlantic Ocean gives the region et la proximité des océans, l'océan Atlantique, l'océan Indien, donne un potentiel à une région donnée de se transformer, de sorte que nous puissions avoir une économie intégrée, l'économie africaine. the corridors, the central corridor, northern corridor, Le corridor central, le corridor du Nord, etc. Quelle est son importance, l'importance du corridor dans le processus, le processus de développement structurel du Rwanda? La BAD a montré la carte de l'Afrique. Comment peut-elle s'intégrer en incluant les corridors et en faisant des corridors de développement? Voir l'Afrique dans son ensemble se transformer dans son économie plutôt que des économies individuelles. Quels sont les défis que cela présente à l'Afrique de se développer dans son ensemble? Merci beaucoup. Ovation à tous ceux qui ont posé des questions. Excellence, est-ce que je vous donne... Combien de temps est-ce que je donne à chaque membre du panel pour répondre? 2 ou 3? La première question a été posée d'une dame, Jessie du Rwanda, qui souhaitait entendre son ministre parler de l'autonomisation, la responsabilisation des femmes et leur participation au développement économique. Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, et j'aimerais remercier ma sœur. Au Rwanda, c'est inhabituel. On ne peut pas avoir de panel sans la participation des femmes. Merci d'avoir soulevé cette question. Nous ne pouvons pas tout dire. C'est pourquoi nous n'avons pas abordé la question des femmes. La question des femmes s'est faite de manière unique. Ça a commencé avec le président après le génocide. Les femmes représentaient un pourcentage important de la population. Et le défi, c'était, est-ce que vous voulez que le pays ne se développe qu'à 48%? Voulez-vous ignorer les femmes? Et nous nous sommes rendus compte que le développement incluait tout le monde, les hommes comme les femmes. Et c'est là que la réforme a commencé. Il nous fallait prendre cela très au sérieux. Avec la Constitution en 2003, si dans la Constitution, il y a un élément, au moins 30% des décideurs doivent être des femmes. Et c'est par là que tout a commencé. Il a fallu une réforme en termes d'accès à la terre, puisque les terres n'appartenaient qu'aux hommes et pas aux femmes. Et après cette réforme, 80% environ
26% des terres sont aux femmes. Et la différence entre les hommes et les femmes les terres sont détenues par le gouvernement. Nous avons également revu la loi du travail pour donner une opportunité, les mêmes opportunités aux hommes comme aux femmes. Il y a eu beaucoup d'autres réformes. Mais pour donner le signal, le gouvernement a également mis en place un budget sensible à la question du genre. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont ancrés dans la loi et le budget doit s'y adapter. Si je suis ministre de la Finance, je sais que le président m'a posé beaucoup de questions. Je dois donc faire en sorte que l'équilibre demeure. Et les choses peuvent se compliquer si les lois, les projets arrivent au Parlement parce que le président du Parlement est une femme. Au Parlement, nous avons 60% de femmes. Et il n'y a aucun moyen de faire passer une loi qui n'inclut pas la question des femmes. Dans le domaine social, dans le domaine économique et dans la gouvernance, les femmes sont incluses pour voir où sont les insuffisances et voir comment améliorer les choses. Donc les femmes au Rwanda ont une voix plus forte même que celle des hommes. La question qui a été posée concernant le secteur privé. Pour nous, le secteur privé est un acteur clé dans notre vision 2020. Le secteur privé a été mis en avant comme le moteur du développement. Et là, nous voyons comment le secteur privé peut investir, comment nous pouvons économiser et faire en sorte qu'il soit réellement un moteur. Parce que sur 20 ans déjà, nous avons garanti une stabilité macroéconomique et nous créons un environnement favorable. C'est pourquoi, avec le modèle de la Banque mondiale, nous disons allons-y, effectuons les réformes et faisons tout pour que le secteur privé dans le pays et à l'étranger puisse venir investir dans le pays. Dans le rapport Doing Business, nous sommes numéro 2 sur le continent africain grâce aux réformes entreprises. Et récemment, nous avons été parmi les 5 pays choisis pour ce qui a été appelé le Compact for Africa pour l'année 2020. Cela inclut la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie. Faire partie de ces pays, nous voulons voir comment nous testons le secteur privé et faire en sorte qu'il devienne réellement un moteur dans la voie vers notre horizon de 2020. Faire en sorte que nous éliminions toutes les contraintes, les obstacles au développement. Dernier élément, monsieur le modérateur. Concernant les professeurs de la Tanzanie, l'intégration régionale pour nous c'est un élément essentiel. Permettez qu'ici je vous donne un exemple de cette importance. Et ce n'est qu'un exemple. Notre président était frustré parce que nous sommes un pays enclavé. Parfois les routes viennent soit de l'Ouganda, du Kenya jusqu'aux frontières, ou nous passons par le port de la Tanzanie pour nos produits. Mon président a donc mis les acteurs sur la voie. Il leur a dit passer par le corridor du Nord entre l'Ouganda et le Kenya. Et savoir si on vous demande de payer quelque chose sur la voie, payez. Et la personne qui a été envoyée sur ces différents corridors, lorsqu'il est revenu avec le rapport, on a vu qu'il y avait tellement de barrages dans la région, Ouganda, Kenya et Rwanda, il y avait tellement de barrages et de ponts. À chaque étape, il fallait payer quelque chose. Même à la frontière, pour l'immigration. À la frontière, c'était incroyable. Et ce rapport a été présenté au chef de l'État pour montrer ce que cela représente. Et nous nous sommes rendus compte que cela prenait 22 jours pour faire passer un produit de Mombasa à Kigali. Rendez-vous compte, 22 jours. Un jour, le chef d'État a pris une décision de retirer tous les barrages et de n'en conserver qu'un seul par pays. Et il faut également s'assurer de ne pas interrompre, de ne pas arrêter les gens à la frontière parce qu'on utilise le système de traçabilité des cargos. Et chaque camion peut être suivi depuis Mombasa tout le long. Et ils ont également les instruments pour voir le déplacement des camions et s'assurer
ce que les impôts ou les taxes soient prélevés. Il y a une assurance. Avant, il y avait une assurance pour l'Ouganda, l'une pour le Kenya, l'une pour le Rwanda. Ces différents pays se sont associés pour n'avoir qu'une seule assurance. Et cela a réduit les coûts, a réduit les délais. Et cela montre l'impact que cela peut avoir, sans compter les fonds que nous avons économisés. C'est un très bon exemple ici d'intégration. Et à présent, on peut se déplacer dans toute la région avec seulement une pièce d'identité. Si vous passez de Rwanda au Kenya, il n'y a pas de frais roaming pour la communication à utiliser. Et il y a également un formulaire qui dit que lorsque vous entrez dans un des pays, vous avez également la possibilité de circuler dans l'autre pays. Donc c'est un projet que nous avons pour le corridor du Nord, le corridor du centre. Cela inclut l'électricité, les voies ferroviaires, les oléoducs et gazoducs. Et tout ceci, cette intégration a un impact économique. Et c'est ce qui fait que cette région demeure protégée en temps difficile. Excusez-moi, ils ont également parlé des véhicules. Je vais peut-être vous donner un moment de faire la pause et vous parlerez tout à l'heure de la société civile. Vous devriez peut-être parler des véhicules, d'accord? Oui, une question a été posée concernant les véhicules de service. J'étais présent lorsque cette décision a été prise. Je peux vous avouer que ça a été difficile. Tout d'abord, depuis les ministres au plus haut niveau, retirer un bon véhicule à un ministre, ce n'est pas facile. Mais le gouvernement a mis en place un paquet. Si vous étiez ministre de la Finance, à l'époque, vous aviez 4 véhicules, vous avez votre maison qui est tout frais payé, vous avez le personnel, l'électricité, l'eau, tout était subventionné. Imaginez, vous n'avez aucun contrôle. Qui utilise le téléphone? Comment l'eau est utilisée? Qu'est-ce qui se passe avec les véhicules que vous utilisez? Parce que pour vous, si un véhicule n'est pas en service, il y en a un autre qui est disponible et il y en a un autre pour votre épouse, etc. Et on s'est rendu compte que les coûts étaient trop élevés. Alors, lorsque nous avons pris cette décision, un paquet d'une offre a été mis en place. Le gouvernement proposait une subvention grâce à laquelle vous achetez votre véhicule, votre voiture, et vous payez vous-même votre chauffeur, le personnel de maison. Et tout doit être transparent et extrêmement clair. Voilà votre salaire, voilà l'appui que vous recevez, et tout le reste est entre vos mains, la façon dont vous gérerez cela. On s'était rendu compte qu'un fort pourcentage d'accidents impliquait les véhicules du gouvernement et aujourd'hui, ce pourcentage a été réduit à 0 puisque c'est votre voiture, c'est votre chauffeur. Il faut faire donc très attention. Vous devez faire attention à là où vos véhicules vont puisque c'est vous qui payez pour cela. Concernant les chauffeurs, nous ne les avons pas livrés à eux-mêmes. Ils ont formé l'association des chauffeurs. Et qu'a fait le gouvernement? Nous avons mis un fonds à disposition géré par la Banque centrale pour mettre en place cette coopérative. Et grâce à ce fonds, ils ont mis en place une coopérative pour l'investissement parce qu'il y avait des ressources pour les assister. Et après 2 ans, ils sont revenus remercier le gouvernement. Et ils ont dit, vous nous avez renvoyé certes comme chauffeurs, mais il n'y aurait eu aucun moyen pour nous de survivre sans ce fonds. Et le gouvernement a donné des fonds de base pour permettre à ces individus de commencer une entreprise. Et aujourd'hui, ils peuvent travailler en tant que chauffeurs et c'est une affaire pour eux. Ils peuvent négocier combien de temps ils travaillent et combien ils sont rémunérés. Nous avons également rendu compte que les projets donateurs, il y en avait beaucoup. Et pour chaque projet, un véhicule était exigé. Et nous disions, non, nous ne voulons pas de véhicule. Nous voulons que les fonds aillent directement sur le projet. Si vous dépensez pour un véhicule, cela ne fera pas partie des fonds qui vous sont donnés. Vous pouvez recevoir, si vous voulez, vous recevez des fonds, mais ces fonds pour les projets. Alors, lorsqu'un véhicule doit être utilisé pour un projet, cela n'est pas inclus et ne doit pas impliquer un officiel du gouvernement. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons permis d'avoir un contrat.
lorsque il faut un déplacement vers l'intérieur du pays ou dans un autre endroit, nous signons des contrats, des accords et tout ceci est extrêmement transparent parce qu'on sait ce qu'il a fallu faire et ce pourquoi nous avons effectué les dépenses de manière transparente. Alors je vous remercie réellement pour ce temps que vous m'avez donné. Je voulais juste donner un aperçu sur là où nous avons commencé. L'ancien président de la Banque africaine de développement, si vous permettez, était un ministre permanent. Il était à une mission à l'étranger. Je lui ai dit, et c'est sa voiture. Sa voiture était la deuxième voiture à être saisie. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, nous avons mis un taxi à sa disposition. Il y avait plusieurs personnes comme lui. Il a dit, il n'y a pas de problème, c'est une politique du gouvernement qui a été prise. Donc il est allé tout droit vers le taxi qui avait l'air le plus beau. Et on lui a dit, monsieur le ministre, ce taxi n'est pas le vôtre, c'est plutôt l'autre. Et les médias étaient là et c'était plutôt embarrassant. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, je demanderai à mon personnel d'échanger avec votre équipe et en apprendre un peu plus. Y a-t-il d'autres contributions avant que nous ne passions au point suivant? Oui, alors, pour répondre à notre sœur de Mauritanie sur l'implication de la société civile dans les réformes qui sont entreprises au Gabon, je voudrais dire, oui, comme elle a bien souligné, au niveau de l'industrie extractive, en effet, vous avez l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive où la société civile est très active au Gabon, comme vous l'avez mentionné, madame. Mais soyez rassurés, si le plan stratégique Gabon émergent a été mis en place essentiellement par le gouvernement, il y a des déclinaisons qui ont été faites par la suite, notamment des plans sectoriels comme la stratégie nationale d'industrialisation, le schéma national directeur d'infrastructure. Et lors de l'élaboration de ces documents qui sont les déclinaisons de la stratégie globale, ça s'est toujours fait dans le cadre d'un forum élargi à toutes les forces vives de la nation. Donc nous avons une contribution autant du secteur privé, du secteur public, mais aussi de la société civile qui ont fait leurs recommandations de sorte à ce que ces plans sectoriels aient été mis en place. Par la suite, je peux vous donner un exemple, dans le cadre de la stratégie nationale d'industrialisation, il y a eu un observatoire qui a été mis en place et qui est un observatoire dans lequel la société civile est très active pour savoir comment nous faisons pour pouvoir suivre cette mise en place de l'industrialisation au Gabon. Donc la société civile est partie prenante de l'activité économique parce que c'est un pan essentiel outre le secteur privé et le secteur public. Donc soyez rassurés, nous en tenons compte. Même si nous devons probablement élargir cela à l'ensemble des secteurs, nous sommes dans ce cheminement où nous voulons que cette frange de la population, cet acteur principal, soit aussi acteur du développement économique du Gabon, quel que soit le secteur d'activité. Thank you very much. The last question that hasn't been tackled, just a comment from whoever on the panel is willing regarding the comment of leaving out women. Le fait de ne pas inclure les femmes à l'heure où nous parlons d'impliquer les femmes d'une croissance équitable, il y a de nombreux défis que rencontrent les femmes dus à la structure de nos sociétés. Et cela également n'impacte la société. Quelqu'un a une stratégie pour la promotion de l'intégration de la femme. Je vais commencer par le professeur de la Côte d'Ivoire. Sur la base des questions posées, je peux comprendre que chacun soit préoccupé par la transparence, la bonne gouvernance, les bonnes infrastructures, la bonne santé, l'intégration régionale, etc. Tout ceci est souhaitable. Et cela doit être un objectif du développement économique. En termes de transformation structurelle, cependant, nous ne devons pas attendre que tout cela soit déjà en place avant d'avoir cette transformation structurelle. Nous pouvons regarder le cas du Rwanda et de l'Éthiopie. L'Éthiopie est en mesure de
s'industrialiser de manière très dynamique. Or, l'Éthiopie est un pays enclavé, les infrastructures ne sont pas suffisantes et l'intégration régionale n'y est pas. Il commence cependant à avoir une transformation structurelle. Il n'y a pas que l'Éthiopie, le Rwanda également, un pays enclavé, qui aujourd'hui est en mesure d'exporter des biens manufacturés vers le marché international. Et la raison pour laquelle cela est possible, c'est que si vous prenez une approche pragmatique pour créer une zone économique spéciale, on n'a pas besoin d'avoir toutes les infrastructures, tous les détails. Chaque pays peut déjà commencer sa transformation structurelle. J'aimerais cependant dire que tous les pays ne sont pas à même de le faire. Tous les pays qui ont réussi ont utilisé cette approche pragmatique. Vous pouvez voir qu'au fil des années, il y a des siècles où le Royaume-Uni, par exemple, n'était pas en meilleure posture. Il y avait la corruption et d'autres mots. Tous ces éléments, tous ces aspects sont désirables, mais il ne faut pas attendre. L'Afrique peut déjà commencer son bond en avant, créer des emplois et améliorer ces autres éléments de manière graduelle. Et un jour, l'Afrique sera un pays avancé, développé grâce à cette approche pragmatique. Merci. Nous n'allons plus donner la parole au panel. Je pense que nous sommes 15 minutes au-delà du temps qui nous est imparti. Je vous prie donc d'ovationner notre panel. Merci. Je suis au terme de la tâche qui m'a été confiée. Ça a été... J'ai été votre serviteur, Monsieur Moussa, ministre du Développement national en Zambie. Je vous remercie. Je crois que nous allons... Je donne la parole à Monsieur Tertus Zongo, ancien Premier ministre du Burkina Faso. Il y a des panélistes qui sont sur les panels à venir qui doivent prendre leur avion. Parce qu'ils devaient avoir leur panel tôt ce matin. Et le déplacement du panel vraiment leur cause des problèmes, si bien que pour qu'ils puissent revenir à nos prochaines sessions au Sénégal, il faut qu'ils sachent que nous sommes capables de gérer le temps. C'est pourquoi je ne vais vraiment pas insister sur les remarques. Je voudrais vraiment remercier notre modérateur. Malgré la brièveté du temps, vous avez vu, il a mis de l'humour, il a mis tout ce qu'il faut pour que la session soit une session agréable. Remercier le présentateur qui a fait vraiment une présentation très synthétique et qui a permis à tout le monde de voir un peu les contraintes, mais aussi les opportunités, et remercier les panélistes. Je voudrais juste dire une ou deux choses. Beaucoup de choses ont été dites, je n'insiste plus là-dessus. Il y a un élément qui me semble avoir manqué dans les rapports. C'est l'aspect culturel. Et le ministre du Rwanda l'a touché un peu lorsqu'il a parlé de cette initiative de donner des vaches et tout le reste, qui rappelait un peu leur histoire. Vous savez, on ne peut pas asseoir un développement durable en dehors de la culture. Nous pouvons rêver comme nous voulons si nous ne nous attachons pas à nos racines. Un jour, c'est sur du sable mouvant que nous sommes en train de construire. Et les Grecs l'avaient compris. Les Grecs l'avaient compris parce que lorsque vous repartez, la culture faisait partie des 3 piliers fondamentaux de structuration de la société. Vous avez le temple pour ceux qui croient. Vous avez l'agora pour les débats. Mais vous aviez le théâtre pour le vivre en commun. Et c'était ça qui rapprochait la société. De grâce, essayons de plus en plus d'intégrer cet élément culturel dans nos plans d'émergence. Dernier point de conclusion, nous avons vu que la transformation ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et hier, j'ai aimé
cette petite phrase de Zefak, l'économiste en chef de la région Afrique de la Banque. L'émergence n'est pas une destination. L'émergence, c'est toujours se dire, je suis à tel point, je veux faire mieux. Mais pour faire mieux, il faut des éléments de comparaison. C'est pourquoi je voudrais saluer, parce que j'ai vu dans le programme que dans les side events de demain, on va présenter un indice de transformation. Je parlais de l'ACET vraiment pour ceux qui ne connaissent pas encore cette institution africaine. Ils étaient là au Forum sur les marchés émergents. Ils ont aussi créé un indice de transformation. Et demain, il y a un autre groupe qui va présenter un indice de transformation. Cet indice de transformation, il faut que nous l'intégrons dans les politiques. Parce qu'il va être un élément agrégé de comment, sur tous les points, les conditions qu'ils ont évoquées ici pour aller à l'émergence, où nous sommes en tant que pays, où nous sommes en tant que continent, où les autres qui sont devant nous sont et comment nous faisons pour les rattraper. Il faut cet élément de comparaison et de suivi. Et je pense, comme dernier mot, que cet élément peut être le point de départ d'un dialogue national. Si on a cet indice qui montre que sur tel point, voici où nous sommes, voici où sont les autres, et si nous voulons y aller, qu'est-ce que nous devons faire collectivement? Et comme notre ami de l'OCDE l'a dit, c'est ensemble qu'on peut aller à l'émergence. Ce n'est pas de façon séparée. D'abord ensemble dans le pays, mais ensemble dans la région. C'est pourquoi le cadre régional doit jouer un rôle important. Je m'arrête là et je remercie vraiment l'auditoire. Je sais que vous aviez de nombreuses questions, vous avez été compréhensifs. Donnons-nous rendez-vous sur les panels qui viennent. Et s'il y a des questions non résolues, nous verrons à Dakar dans 2 ans quel est le chemin parcouru. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander au panel de bien vouloir rester sur place pour la photo de famille. There is a group picture, so I'll ask you to stay. Entre-temps, je rappelle qu'il y a les sessions parallèles qui se tiennent à partir de maintenant dans différentes salles, de 11h maintenant jusqu'à 13h. À 13h, il y a le déjeuner à l'extérieur sous le chapiteau. Et je rappelle, pour les délégations qui nous viennent de l'étranger, qu'il faut retirer la carte d'invitation pour le gala de ce soir. C'est une salle qui est à l'extérieur, juste à droite. Voilà, la salle Korogo. Et puis l'application mobile pour avoir tous les discours, les photos sur votre application. C'est sur Play Store, CIEA 2017 en un seul mot. If you want to have all the information, there is a mobile app on the Play Store, CIEA 2017. Mesdames et messieurs, merci. Je vais appeler les photographes et demander, I'll ask the panelists to stand up for the group picture. Et demander aux panélistes de bien vouloir se tenir debout pour la photo de famille. Et puis, n'oubliez pas, pour don't forget for the headset, they have to stay here. You let them at your places. And I will also ask the panelists if you have some documents of your presentations. Les membres du panel, si vous avez des exposés, des présentations, merci de les remettre au comité scientifique. Merci.